Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Et on va parler maintenant de politique américaine parce que dans 100 jours, ben oui, ça va assez vite. Dans à peu près 100 jours, les Américains qui vont se rendre aux urnes. Et dans cette course à la Maison-Blanche, on peut parler maintenant là, quand même de tout un revirement de situation. On l'a vu avec le retrait de M. Biden. Et alors que la vice-présidente Kamala Harris a le vent dans les voiles en ce moment, ben quelle sera la stratégie de Donald Trump, quelle sera la stratégie des républicains pour freiner cet enthousiasme que semble susciter justement Madame Harris et quel message va adopter aussi le clan démocrate. On va en parler tout de suite. On va faire le point avec le journaliste et auteur franco-américain Gérald Olivier, qui est également auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Gérald Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'avais envie de vous reparler parce que la dernière fois que vous étiez ici à ce micro, vous m'aviez dit non, c'est certain, Joe Biden ne sera pas le prochain candidat côté démocrate. Il va se retirer. Pour vous, c'était une évidence. C'est arrivé. Alors bon, vous aviez eu la bonne prédiction. Mais comment analyser justement son départ, là, parce qu'il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites, mais vous, votre lecture, est-ce qu'il a été forcé de le faire ou, comme il le dit, c'est vraiment une décision rationnelle et pour le bien du pays? Non, il a été forcé de le faire. Il a été forcé de le faire. En ce qui est particulier, vous avez rappelé mon livre Cover Up et je vous en remercie. Quand j'ai écrit ce livre, à la fin de l'année dernière, il est sorti décembre 2023, j'étais convaincu que Joe Biden tomberait pour les affaires, c'est-à-dire les liens avec les activités plus ou moins illicites de son fils quand il était vice-président, parce qu'il y avait à l'époque des enquêtes plus sur le fils, mais le père était manifestement impliqué, une forme de complicité passive, et je pensais qu'il y aurait des audiences devant le Congrès, qu'il y aurait peut-être une tentative de destitution de Joe Biden et qu'il serait amené à se retirer à cause des affaires. En réalité, c'est pas ce qui s'est passé. En réalité, il a été amené à se retirer parce qu'il a fini par chuter dans les sondages, parce que l'électorat américain a perdu confiance en sa capacité à être président pendant 4 ans. Pourquoi? Parce que ses difficultés cognitives n'ont cessé de devenir plus évidentes de jour en jour, de semaine en semaine, tout au long du printemps. C'est-à-dire qu'on a toujours connu Joe Biden avec des difficultés d'élocution. On dit qu'il est bègue, il avait toujours parfois du mal à parler, parfois il bafouille, parfois il est un petit peu confus sur les personnalités qu'il évoque, mais c'était des accidents qui intervenaient de temps en temps. Et ce qu'on a constaté au cours des derniers mois, c'est que ce ne sont plus des accidents, c'est devenu la norme. À chaque fois qu'il prend la parole, il se trompe. Imaginez qu'il a présenté le président Zelensky à l'occasion du sommet de l'OTAN en l'appelant le président Poutine. Enfin, c'est quand même énorme et ça pose des questions évidentes quant à la capacité de ce personnage à gérer l'État. Donc, ces capacités cognitives étant devenues un problème, les démocrates ont constaté une chose très simple, c'est que dans les sondages, il était en train de sombrer et qu'il était en train d'entraîner avec lui tous les candidats démocrates à cette élection. Parce qu'en novembre, les Américains vont voter pour élire un nouveau président, tout le monde le sait, mais ils vont aussi voter pour élire 34 sénateurs, ils vont voter pour élire de nouveaux représentants, 435 représentants à la Chambre, il y aura des élections pour des gouverneurs dans un certain nombre d'États, et ce qui se passe, c'est que quand le candidat qui est en haut, donc le candidat présidentiel, si les électeurs ne se déplacent pas pour aller voter pour lui, ben, ils ne se déplacent pas pour aller voter pour les autres non plus. Donc les démocrates risquaient non seulement de perdre la présidentielle, mais de perdre également le Congrès, ce qui leur poserait de très très lourds problèmes parce que un exécutif républicain, un Congrès républicain, une Cour suprême dominée par des conservateurs, les républicains et les conservateurs ont tous les pouvoirs et les démocrates veulent tout faire pour éviter ce cas de figure. Donc ils ont profité, je dis bien ils ont profité des difficultés de Joe Biden, de son âge, pour le pousser vers la sortie. Et à partir du moment où il y a eu ce débat, vous vous souvenez, le 27 juin, débat catastrophique pour Biden, la décision a été prise de le mettre dehors.
il y avait une séquence qui était favorable aux républicains, puisqu'il y a eu la convention républicaine du 15 au 18 juillet. Dès que cette séquence a été terminée, eh bien, on est passé à autre chose et 48 heures plus tard, c'était dimanche 21 juillet, Biden annonçait son retrait et le fait qu'il endossait Kamala Harris, désignant comme ça sa successrice et évitant un débat interne au sein du Parti démocrate. Ben voilà, et donc, quand vous analysez cette situation-là, on voit que le vent a vraiment tourné. Est-ce que vous pensez que M. Biden pourra rester président après la convention démocrate ou là aussi, il pourrait se retirer complètement? Alors, je pense qu'il va rester président et je pense que les démocrates vont tout faire pour qu'il le reste. Ils ne veulent surtout pas qu'il se retire parce que d'abord, cela confirmerait, je dirais, l'attitude très paradoxale, voire franchement hypocrite, voire même dangereuse des démocrates qui, jusqu'au débat du 27 juin, niaient que le président ait de quelconques difficultés cognitives. Donc là, il y aurait, je dirais, a posteriori un retour sur le comportement de ces hommes politiques qui n'ont pas hésité, qui n'auraient pas hésité à mettre la patrie en danger pour protéger leur président démocrate. Donc je pense qu'il va rester. Je pense que les démocrates vont chercher à ce qu'il reste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce stade, pour qu'il s'en aille, les procédures ne sont pas simples. La seule procédure qui pourrait faire qu'il soit obligé de se retirer serait une invocation du 25e amendement. Or, le 25e amendement ne peut être invoqué que par la vice-présidente avec l'accord de l'ensemble de l'administration et du cabinet. Donc, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire pour deux choses, et principalement pour protéger Kamala Harris. Parce que si Biden se retire, c'est elle qui devient présidente. Et du coup, elle a deux charges. Elle doit à la fois faire campagne pour être élue en novembre et elle doit être présidente, donc gérer les affaires de l'État et s'y investir, ce qui prendrait du temps sur sa campagne. C'est ça. Donc, pour vous, le scénario, c'est finalement, l'establishment démocrate a réussi à faire partir Oui. M. Biden. Il l'a déclaré, il l'a comme assumé, mais dans les faits, les pressions étaient extrêmement fortes. On s'est rendu compte, en fait, du côté des Oui, démocrates, on s'est dit non, ça ne peut pas être l'homme de la situation. Les pressions étaient très fortes, donc il a été forcé là, finalement de quitter. Là, c'est ce que vous nous dites. Mais je veux qu'on parle de Mme Harris parce que il y a maintenant une espèce d'enthousiasme auprès des démocrates et aussi, je vous dirais même, d'une partie des médias progressistes qui littéralement l'acclament. Enfin, on sent qu'il y a un enthousiasme aussi du côté de plusieurs médias. Elle est devenue la coqueluche en l'espace d'une semaine de nombreux médias progressistes notamment. Et aussi, elle est très populaire, donc elle a accumulé, on parle de récolté 200 millions de dollars en 6 jours, quand même pour sa campagne. Ça attire énormément. On sent aussi que le camp républicain est forcé de changer probablement un petit peu sa stratégie. On n'est plus face à un Biden déclinant. Elle coche toutes les cases. Hein. C'est une femme de couleur. Elle est c'est une formation d'avocate. En fait, elle est avocate. Elle est quand même donc elle a tout ce pedigree, disons-le comme ça. C'est une femme. Plusieurs se disent ça pourrait être la première femme de couleur à accéder à ce poste. Est-ce que, disons, quels sont les points forts, les points faibles de Mme Harris? Alors là, c'est vrai qu'elle vit sa lune de miel. En français, on dit qu'elle est en état de grâce et c'est souvent ce dont bénéficient les politiciens lorsqu'ils arrivent sur la scène et qu'ils apportent une solution à une situation difficile. Et c'est vrai qu'elle a solutionné le problème démocrate parce qu'elle change l'équation de l'élection à venir. Ce n'est plus Biden qui est vieux, c'est Trump qui devient vieux. Il a 78 ans, il a toute sa tête et toute son énergie, mais du coup, il a 20 ans de plus que l'autre candidate. Dès le début de sa nomination, enfin, elle n'est pas encore nommée, hein, pour l'instant, elle sera confirmée lors de la convention le mois prochain, mais un certain nombre de délégués ont déjà dit qu'ils voteraient pour elle, donc la nomination lui est assurée. Ce qu'elle a cherché à faire, c'était à réunifier le Parti démocrate en se tournant principalement sur l'aile dominante du Parti démocrate, qui est son aile gauche. C'est sa force aujourd'hui, ce sera sa faiblesse demain. Et la question qu'il faut se poser, c'est combien de temps son état de grâce va-t-il durer? Pourquoi c'est sa force aujourd'hui? Parce que l'aile radicale du Parti démocrate est l'aile la plus visible, la plus active, la plus militante
la plus présente dans les milieux d'influence, y compris les médias. Vous avez souligné le fait qu'elle est très populaire. Elle est très populaire dans les colonnes du New York Times. Elle est très populaire dans les colonnes du Washington Post. Elle est beaucoup moins populaire dans l'Amérique profonde et même auprès de certains démocrates un petit peu plus conservateurs. Donc, quels sont ses points forts? En fait, elle a deux points forts qui sont liés à la politique d'identité du Parti démocrate. Vous l'avez dit, c'est une femme et elle est noire. D'ailleurs, si elle est devenue vice-présidente, c'est parce qu'elle était femme et parce qu'elle était noire. Biden avait indiqué qu'il choisirait une femme, et lorsqu'il a gagné en Caroline du Nord, si vous vous souvenez des primaires de 2020, il avait passé un accord à ce moment-là avec l'élu du Congrès dominant de cet État qui s'appelle Jim Clyburn, qui est lui-même un noir, et qui lui avait dit « Je t'aide à gagner cette primaire parce qu'elle est essentielle pour toi, mais en retour, tu nommes un noir comme vice-président. » Lui avait dit qu'il nommerait une femme, et maintenant, cette femme devait être noire. Il n'y en avait pas beaucoup de candidats, donc c'est tombé dans les bras de Kamala Harris. Et même si elle, quand elle avait fait campagne, elle n'avait pas été capable de rassembler un seul délégué derrière elle, puisque sa campagne présidentielle de 2020, elle l'avait suspendue au mois de décembre, avant le début des votes, vu que dans les sondages, elle était en train de s'effondrer. Donc là, elle a réunifié le parti autour d'un message très très radical. Maintenant, comme chacun sait aux États-Unis, les élections présidentielles se gagnent au centre. Donc elle va devoir recentrer le message à l'issue de la convention démocrate du mois d'août, et le travail des républicains sera simplement de rappeler aux électeurs qui elle est, ce qu'elle a fait, ce qu'elle pense. Lorsque l'on regarde concrètement le bilan de Kamala Harris, en tant que procureur, en tant que sénateur, en tant que femme politique, en tant que vice-présidente, c'est un bilan qui est à gauche de celui de Bernie Sanders. Elle est en faveur de ce qu'on appelle en anglais single payer pour la question de la santé. Donc ça veut dire qu'elle veut se débarrasser des assurances privées, nationaliser le système de santé. Même Barack Obama n'avait pas essayé de le faire. Beaucoup d'Américains sont contre. Elle est très favorable à la politique de transition énergétique et à l'abandon des fuels fossiles, ce qui correspond à un défi monumental pour l'économie américaine avec un impact direct sur un certain nombre de travailleurs américains. Elle est également favorable à ce que la frontière soit totalement ouverte. L'une des questions dominantes de la campagne, c'est l'immigration clandestine, avec plus de 10 millions de clandestins qui sont rentrés au cours des 4 dernières années. Kamala Harris était en charge de la frontière. On l'avait fait SAR de la frontière en 2021. Elle n'a absolument rien fait au titre de cette fonction. Et pour elle, gérer la frontière, c'est la laisser ouverte et ensuite offrir un chemin vers la citoyenneté aux nouveaux arrivés. Il y a énormément d'Américains qui sont contre cela. Elle est favorable à une taxe sur le capital gains qui est très élevée et en fait qui pourrait pénaliser le système économique américain. Donc le travail des républicains va être de dénoncer qui elle est, de montrer qu'elle est à gauche de Bernie Sanders, qu'elle représente l'aile radicale du Parti démocrate et que si elle entrait à la Maison-Blanche, l'avenir économique des États-Unis en serait menacé. C'est le travail qu'ils vont devoir faire au mois de septembre. Et justement, donc ça va être dans la stratégie probablement des républicains d'aller ressortir ces éléments qui la placent un petit peu en contradiction aussi, parce que vous l'avez dit un peu plus tôt en disant que probablement qu'elle va essayer de recentrer un peu plus son message, ne pas faire peur à certains indécis ou des gens qui sont peut-être un peu, qui en ont un peu marre de Donald Trump et qui pourraient se tourner vers elle, mais dont les positions pourraient rebuter. Alors il y a disons, ces éléments à analyser. Et est-ce qu'on peut dire aussi que la stratégie pour les démocrates, par exemple, ça c'est une question, leur stratégie en ce moment, c'est de dire que Donald Trump est une menace à la démocratie. Est-ce que ça va être encore leur ligne d'attaque? Absolument. Absolument. Je dirais même que c'est leur seule ligne d'attaque. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en vérité, même si ce n'est plus Biden et c'est Kamala Harris est la vice-présidente en place. Elle est responsable de l'héritage de Joe Biden, qui est la moitié de son propre héritage. Et si on confronte le bilan de l'administration actuelle et le bilan de l'administration Trump jusqu'en 2020, jusqu'à ce que le Covid vienne perturber l'économie américaine, les Américains vous diront tous, ou en immense majorité, que leur situation économique était meilleure sous Donald Trump qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, comme on a deux présidents, en fait, face à face, Biden, Kamala Harris, elle est en place. Trump, il a été président juste avant.
Donc on peut faire bilan contre bilan, et si la campagne se déroule de cette façon, c'est le bilan de Donald Trump qui l'emporte. Donc les démocrates ne peuvent pas se reposer sur leur bilan pour l'emporter. Il faut qu'ils aient un autre argument. Et leur argument, ça va être de dire que Donald Trump est quelqu'un qui devrait être inéligible. Il a été condamné en justice. C'est un criminel condamné. Il est responsable des incidents du 6 janvier. La justice, qui est supposée être indépendante, l'a trouvé coupable à 2 reprises. Il a fait l'objet de 91 chefs d'inculpation dans différentes cours aux États-Unis. C'est l'argument qu'ils vont matraquer. Il ne mérite pas qu'on vote pour lui, et c'est un personnage dangereux. L'ironie de l'affaire, c'est que personnellement, je fais confiance aux institutions américaines pour être capable de gérer un président avec le côté un petit peu autoritaire ou autocratique de M. Trump, qu'on a connu quand il était déjà en place. Par contre, ce qu'on constate, c'est que ceux qui n'hésitent pas à bafouer la démocratie au nom de la défense de la démocratie, ce sont les démocrates. Je rappelle que l'un des arguments de campagne de Joe Biden, qui a été repris par Kamala Harris, c'est d'effacer la dette d'un certain nombre d'étudiants. La Cour suprême des États-Unis s'est déjà prononcée sur ce sujet en disant que le président n'avait pas autorité constitutionnellement pour effacer cette dette. Donc cette décision est inconstitutionnelle. Et Biden a déjà affirmé qu'il n'allait pas tenir compte de la décision de la Cour suprême et qu'il allait quand même effacer la dette d'un certain nombre d'étudiants autant qu'il le pourrait. Ce qui signifie que ceux qui ne respectent pas les institutions, ceux qui ne respectent pas la division du pouvoir, ce sont les démocrates. Et ce sont eux qui dénoncent l'adversaire comme une menace contre la démocratie. Donc, si les médias commencent à regarder les choses d'un petit peu plus près, je pense qu'on pourra voir clairement qui est une menace et qui ne l'est pas. Le problème dans cette élection, et vous l'avez souligné au tout début de votre intervention, c'est que les médias américains, les grands médias, aussi bien télé que papier, sont très très favorables à l'idéologie progressiste et préfèrent Kamala Harris à Donald Trump, et ils n'hésiteront pas à nier la réalité pour soutenir leur cause. Donc là, les républicains, comme le sont toujours depuis un certain temps, ils ont un adversaire, je dirais, devant l'urne, mais en campagne, ils ont aussi un adversaire, c'est-à-dire qu'ils doivent tenir compte du fait que les médias ne seront jamais de leur côté. Et on l'a bien vu depuis que Kamala Harris est devenue la candidate présumée du Parti démocrate. Et vous faites référence, bon, justement, j'allais dire, en fait, ça m'amène à parler des républicains parce que on parle justement de cette menace à la démocratie, mais certains vont dire Donald Trump, oui, il l'est vraiment, d'autant plus qu'il a fait une déclaration au cours des derniers jours devant des groupes chrétiens et il a dit, ne vous en faites pas, si vous votez pour moi, ben dans 4 ans, il y en aura plus de problème, vous n'aurez plus à aller voter. Donc, il y a eu cette déclaration et certains disent, ben, vous voyez, c'est la preuve. Est-ce qu'il va vouloir s'accrocher au pouvoir si jamais il gagnait l'élection? Est-ce que ça fait partie de la stratégie aussi de Donald Trump de créer ce flou? Alors non, ça c'est les propos improvisés de Donald Trump qui ont parfois des conséquences que lui-même ne calcule pas. Ça, je vais vous dire, c'est une impossibilité. C'est une impossibilité, je peux le garantir, avec encore plus de certitude que d'affirmer il y a 15 jours que Joe Biden allait se retirer. Je peux vous garantir que le 21 janvier 2029, Donald Trump ne sera pas président. Je ne sais pas qui sera président, mais lui, il sera parti. Pour une raison très simple, c'est que derrière lui, il y a un parti républicain, que dans ce parti républicain, vous avez 99,99% des gens qui respectent les institutions et qui diront à Donald Trump, tu as fait tes 2 mandats, maintenant tu t'en vas. Et laisse la place à, je dirais, à la nouvelle génération. C'est la raison pour laquelle il a nommé J.D. Vance vice-président. Au sein des Républicains, beaucoup ont critiqué le choix de J.D. Vance. Parce qu'ils jugent que J.D. Vance est... Oui, non, j'allais dire, et notamment, bon, ça, c'est peut-être un petit dossier, mais ça a fait quand même réagir. Il y a eu, c'est l'actrice Jennifer Aniston qui est sortie aussi parce qu'on a ressorti des anciennes déclarations de Monsieur Vance, notamment, qui attaquait les femmes sans enfants, hein, en disant qu'on a vu finalement des femmes sans enfants, des femmes à chat, et il y a des couples sans enfants, par exemple, qui sont sortis. Jennifer Aniston aussi qui est sortie dans le gratin
hollywoodien, tout ça. Donc, ça a fait aussi un petit peu peut-être mal paraître dans une certaine classe de la population aussi, Monsieur Vance. Vous me direz que c'est pas la critique principale, mais ça fait partie des buzz médiatiques qu'on voit aussi. Mais c'est important. Ça, c'est important. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, Donald Trump a nommé J.D. Vance parce que J.D. Vance aujourd'hui est sans doute son héritier, celui qui lui est le plus proche. C'est son fils spirituel adoptif d'une certaine façon parce que tous les deux n'ont pas toujours été d'accord. Mais J.D. Vance a le courage de dire des choses qui déplaisent aux médias, mais qui sont parfaitement légitimes dans le débat. Hein, et ça, c'est très important. Je rappelle qu'une société, pour qu'une société survive, il faut qu'elle ait des enfants. On constate depuis la fin de la Première Guerre mondiale que l'Europe se suicide. On parle du suicide de l'Europe. Pourquoi parle-t-on du suicide de l'Europe? Parce que les femmes européennes ont décidé de ne plus avoir d'enfants. Elles n'ont pas confiance dans l'avenir, elles préfèrent s'occuper d'elles-mêmes. Et on a vu donc une société qui n'a pas d'enfants, c'est une société qui n'est pas capable de se reproduire, qui va se reposer sur l'immigration pour continuer à maintenir en place un système économique et qui va donc changer la culture, changer la composition de cette société. Si une société qui croit en ses valeurs veut que ces valeurs perdurent, elle doit elle-même être capable de se maintenir et ça passe par, je dirais, la reproduction humaine. Donc ça fait partie des choses. Oui, je comprends le concept du débat aussi, mais il y a aussi une question d'insulter une partie de la population, parce qu'il y en a que c'est par choix, d'autres ce n'est pas par choix. Et dans ce cas-ci, il y avait quand même une part d'insulte qui peut faire en sorte que ben oui, en fait c'est comme ça que ça a été perçu. Je vois pas ça comme une insulte. Je vois pas ça comme une insulte. Ça a été perçu comme ça par une partie de la population. Mais mon point, pourquoi je parlais de cette question-là aussi, à savoir la stratégie des républicains. Donc, bon, ça fait partie de Donald Trump qui a décidé que c'était Monsieur Vance. Mais lui, va-t-il changer aussi sa stratégie? Parce que Donald Trump était le héros, hein, après sa tentative, pas ça, mais la tentative d'assassinat contre lui. Il y a eu un regain de popularité. Il y a eu cette image qui était extrêmement forte. Rappelez-vous, là, cette image forte, je pense qu'elle a marqué aussi les esprits. Et quand il s'est relevé avec le poing en l'air, la coulée de sang sur le visage et dire, je suis encore là. Il a échappé donc à une tentative d'assassinat. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que Madame Harris arrive avec son énergie et vraiment, on a l'impression que ça a comme un peu éclipsé tout ça. Quelle va être la stratégie maintenant du clan Trump après, donc dans cette nouvelle configuration? Alors, vous l'avez rappelé en tout début, hein, l'élection, c'est dans 99 jours. Donc, c'est pas demain et c'est pas aujourd'hui. Là, je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un épisode favorable à Kamala Harris. C'est sa lune de miel. Elle vient d'arriver, elle apporte de l'énergie, elle apporte de la jeunesse parce qu'elle a 59 ans et parce qu'elle est capable de motiver les électeurs les plus jeunes du Parti démocrate. Elle apporte une solution à une cause qui paraissait perdue, celle de Joe Biden, et elle résout un certain nombre de problèmes, et elle a donc derrière elle les médias qui vont chercher, soyons honnêtes, à amplifier l'effet qu'elle peut apporter elle-même. Maintenant, derrière, il va y avoir une campagne. Alors, l'épisode lune de miel, il peut durer pendant un mois. Parce que là, les projecteurs de l'actualité vont être braqués sur les démocrates jusqu'à la convention. Oui, jusqu'à la convention. Donc, maintenant, la convention va être très importante. Un, elle va devoir choisir un vice-président, elle aussi. Deux, il est possible que l'on constate le maintien de certaines divisions au sein du Parti démocrate, notamment sur les questions internationales, l'Ukraine et la guerre à Gaza. Et ensuite, il y aura une campagne. Et il y aura probablement un débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Souvenez-vous de 2020. En 2020, Kamala Harris a fait campagne pour la nomination démocrate. Il y a eu un premier débat. Elle s'est opposée à Joe Biden et elle a gagné beaucoup de points dans les sondages. Elle a été incapable de confirmer ses bons résultats par la suite. Elle a fini par se retirer. Donc moi, je suis convaincu qu'on aura un schéma similaire en 2024. Elle va être soutenue par les médias autant qu'ils le peuvent. Et je crains qu'il y ait un certain essoufflement auquel on assiste à partir de septembre, voire du mois d'octobre. L'élection restera serrée, mais je pense que les chances de Donald Trump sont toujours intactes et que surtout les républicains ont un argument à faire passer sur qui véritablement est Kamala Harris.
Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur et auteur, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci de votre invitation.